cet univers-là, on était des enfants très libres, très autonomes, avec des responsabilités très tôt. J'avais une vache à traire à 7 ans, Ah oui. tous les matins et tous les soirs. Avant d'entrer en politique, vous avez exercé de nombreux métiers. Agent des douanes, agent commercial, poseur de volets roulants, vendeur de toutes sortes de produits, des radiateurs électriques jusqu'aux valises d'espionnage, avant même de devenir fleuriste. J'étais double actif et j'avais un troupeau d'une 120 brebis. Je suis maire depuis 89, élu depuis 83. Je vais vous donner cette boîte. Je vous propose de l'ouvrir. C'est la boîte de Pandore. On a l'impression que c'est un tirage au sort. Et là, c'est la maison familiale. Oui, c'est assez déchirant de voir cela. Mitterrand allait à Solutré tous les lundis de Pentecôte. Ça vous fait rire. J'ai quitté la douane et je me souviens très bien de la réaction du grand patron de la douane de l'Est. J'ai quitté la douane pour vendre du chewing-gum. Pour eux, c'était pas possible. Pour les jeunes, le message que je leur dis, osez, osez. Vous occupez pas, vous faites ce que vous avez envie. À jamais libre et non incorporable. À jamais libre et non incorporable. Ma pierre tombale est déjà faite. Déjà commandée avec cette inscription. Ah ben elle n'est pas commandée, elle est faite. Elle est faite. Bienvenue dans Odyssée, l'émission qui s'intéresse à l'humain derrière la politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Fournier, ministre de la Ruralité. Nous reviendrons sur son parcours, hors des sentiers battus, sa récente nomination au gouvernement, ou encore son engagement sans faille au service de la ruralité. C'est tout de suite dans l'Odyssée de Michel Fournier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michel Fournier. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ? Bonjour. Vaste question. Vaste question, ça. D'où je viens ? Je viens des Vosges. Je suis maire d'un village qui s'appelle Les Voivres. Et je ne suis pas originaire de ce village-là. Je suis originaire d'un autre village, Bouxières-au-Bois, dans les Vosges. Et j'ai 76 ans, pour situer les choses. Et voilà, quoi. Quelle est la question supplémentaire ? Mon origine familiale ? Question supplémentaire, ça pourrait être que faisaient, par exemple, vos parents dans la vie ? D'accord, ok. Ah oui, c'est très important. Voilà, c'est plus précis. Non, bien sûr, parce que, en fait, nous étions... c'est une famille de paysans. Paysans traditionnels, polyculture, petite exploitation. Et toute l'enfance s'est passée dans ce cadre-là, quoi. Et à la suite de cette... quand j'ai quitté la famille Bouxières, l'exploitation a perduré avec mon frère à un moment donné. Donc, le village d'origine avait une centaine d'habitants, pas plus. Donc, vous voyez, c'était vraiment un petit village. Je crois qu'il y avait également un café qui était dans la famille, de par vos aïeux. Oui. Alors, effectivement, ma grand-mère maternelle tenait le café du village. Dans ce village, à l'époque, il y avait donc un café, il y avait 2 boulangers, un qui faisait aussi un petit peu épicerie, et surtout, dans le café qui était tenu par ma grand-mère, je ne l'ai jamais connu en exploitation. D'accord ? Et donc, quand ma grand-mère est décédée, c'est chez nous qu'on a fait, en gros, café. Ouais. On a fait café... bureau de tabac, on est venu inciter mon père à reprendre le tabac, la notion de service, il faut dépanner les gens du village, il ne faut pas laisser tomber, machin, truc, et puis de la boisson à emporter, et puis un peu les journaux, et puis un peu, et puis finalement, ça se passait très facilement, puisqu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, et nous, c'est les travaux à l'extérieur qui étaient prioritaires, hein. Donc, le tabac, c'était une armoire murale avec, je peux vous dire exactement tout ce qu'il y avait comme tabac gris, tabac rouge, tabac bleu, gauloise, filtre, sans filtre, gitane, maïs, pas maïs, bref. Et puis, royal pour les femmes. Ouais.
C'était des cigarettes blondes, Ouais, hein, je d'accord. connais pas. Et donc, chacun venait se servir, puisque la maison était toujours ouverte. Et en dessous de ce placard, entre guillemets, il y avait un petit meuble où il y avait l'argent. Et les gens venaient se servir, payer. Génial. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas toujours payé, mais bon, voilà. C'est-à-dire que c'était une façon, en fait, de rendre service à la population locale. Et hors de cette maison qui avait l'air très ouverte, comme vous le décrivez, quel genre d'enfant est-ce que vous étiez à l'école? Oui. Alors, maison très ouverte dans la mesure, je ne me souviens pas d'un repas de midi sans qu'il y ait des personnes étrangères à la famille pour manger avec nous. Oui. C'est donc ce qu'on appelait à l'époque les maisons du bon Dieu, très ouvertes. Voilà. Ouais. Alors, par rapport, bien moi, dans cet univers-là, on était des enfants très libres, très autonomes, avec des responsabilités très tôt, des travaux à faire. On participait à la vie de la famille et que ça soit aussi bien, voilà, les choses un peu courantes, mettre de la table, truc, machin. Mais j'avais une vache à traire à 7 ans, hein, Ah oui. tous les matins et tous les soirs. Ça veut dire une responsabilité, boire les veaux, donner à manger aux poules, etc. Enfin bon, bref, on avait des responsabilités et on le vivait très bien. Alors après, au parcours scolaire, j'étais dans l'école du village. Un instituteur qui avait été l'instituteur de mon père, il a fait toute sa carrière dans le village. C'est assez incroyable, là, quand même. Et il était bien entendu en fin de parcours. On ne peut pas dire que j'ai été l'élève le plus calme. Comment ça? Plus calme. En fait, l'obligation... je n'ai pas trop changé par rapport à ça. L'obligation de rester assis, par exemple, l'obligation d'être attentif, l'obligation de... c'était pas mon truc. Et donc, je préférais être à l'extérieur, quoi, clairement. Ce qui fait que j'ai bénéficié beaucoup de punitions de l'époque. Et donc, à un moment donné, mais ça n'empêche que l'institut de l'époque a dit à mon père, Michel, il peut faire des études, ça serait dommage qu'il s'arrête, etc., etc. Alors que c'était pas vraiment mon truc. Ouais, je comprends. Mais d'ailleurs, à ce sujet, un peu plus tard, à 17 ans, vous quittez l'école et vous décidez de partir seul en Allemagne. Qu'est-ce qui vous a décidé justement à quitter l'école et pourquoi partir en Allemagne? Oui. Alors, j'ai fait un collège en 2 étapes, en internat. J'allais quand même... l'internat, c'était donc la semaine. On allait en vélo, c'était à 15 km. Après, on m'a pu accepter à l'internat, donc j'étais en demi-pensionnaire. Donc tous les jours, je faisais 15 km le matin, 15 km le soir en vélo, à travers la forêt, etc., été comme hiver. Et puis ensuite, le collège lui-même n'a plus souhaité que je sois un de ses clients. Donc je suis allé dans un lycée où très rapidement, j'ai fait 2 années dans ce lycée-là. Et je le dis parce que c'est comme ça, la vie. Je devais passer en première, ok. Je devais passer en première, mais dans un lycée autre que dans le département des Vosges. Et vous n'avez pas souhaité... Alors mon père, il a dit, ça commence à bien faire. Ouais. Donc, j'ai dit, je prends mon envol. Et c'est comme ça que je suis parti en Allemagne. Ça a été une opportunité, parce qu'il y avait une réponse éventuelle éventuellement de trouver un job dans un endroit, etc. Je ne sais même plus par quel réseau. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Allemagne. Ouais, une opportunité de travailler, quoi. Oui, de travailler. Et bien précisément, en parlant de travail, avant d'entrer en politique, vous avez exercé de nombreux métiers. C'est assez fascinant. Donc agent des douanes, agent commercial, poseur de volets roulants, vendeur de toutes sortes de produits, des radiateurs électriques jusqu'aux valises d'espionnage, avant même de devenir fleuriste. Par contre, vous oubliez que j'étais aussi... je ne sais pas tous dit. Non, oui, parce que c'est important. Oui. J'étais double actif et j'avais un troupeau d'une 120 brebis. Ah oui, D'accord, donc j'étais aussi dans le milieu agricole, dans l'élevage. En plus de toutes ces obligations très prenantes. J'étais double actif. Double actif. Et par conséquent, voire triple actif. Voire triple, mais pas professionnel de la politique. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris
pour faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire porter la voix d'une autre ruralité? Quand vous avez des expériences multiples, vous pouvez comprendre les difficultés ou les avantages que peuvent avoir certaines professions, notamment si je prends l'exemple de la fleur. La fleur, en tant que telle, bon, c'est assez valorisant, c'est un métier aussi artistique, donc c'est intéressant, mais c'est un stress permanent. Ah oui? Vous travaillez avec des produits frais. Travailler avec des produits frais, ça vous oblige à être tout le temps performant. C'est-à-dire savoir faire vos achats et surtout savoir mesurer pour éviter toute perte et pour faire en sorte que vous êtes toujours sous la corde raide. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai pratiqué comme métier, oui, des métiers, parce qu'après tout, c'est des petits métiers, certes, peut-être, mais il n'y a pas de petits métiers, il y a des métiers. Et tout, si je prends le fait d'être agent commercial, etc., j'ai jamais accepté de travailler au fixe. J'ai toujours travaillé au rendu. C'est-à-dire quand j'allais chercher, parce qu'on change beaucoup de boîtes quand c'est comme ça, les gens me disaient, vous savez, dans un entretien d'embauche, alors vous estimez valoir combien? Rien. Ah bon? Non, rien. Par contre, dans 2 mois, je reviendrai. Et dans 2 mois, je vous dirai, je vaux ça, parce que j'aurai fait mes preuves. Donc ça, j'ai gardé cet esprit-là. Et c'est pareil partout. Tout mon parcours, c'est un parcours il n'y a rien de stable comme on l'entend dans le fait de... Donc c'est une aventure permanente. Donc c'est super excitant, c'est super dangereux, c'est super fatigant, mais c'est super épanouissant. Et c'est ce qui vous permet d'être ancré aujourd'hui, peut-être de comprendre la vie des gens dans votre rôle actuel de ministre? Oui, parce que dans mon rôle actuel, il ne faut pas oublier, quand je suis maire depuis 89, élu depuis 83, et j'ai créé un des premiers chantiers d'insertion en ruralité. Aujourd'hui, j'ai dû embaucher dans un village de 300 habitants, faut remettre à la taille. J'ai dû embaucher, depuis que je suis maire, à peu près 600 personnes. Donc c'est énorme, ça veut dire 600 personnes en difficulté sociale. Que en difficulté sociale, liées à l'alcoolisme, liées à des séparations, liées à des ruptures, liées à des incompétences, etc. Ce qui fait que vous vous dites, je suis toujours parti sur, il y a que 2 solutions quand c'est comme ça. Les gens qui sont en difficulté, il faut effectivement les accompagner, mais il faut les accompagner dans la mesure où comment dirais-je, je te donne, tu me donnes. On est dans l'échange. Je te donne, tu me donnes. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, puisque c'est la question, aujourd'hui, en étant ministre, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses, que ça soit donc l'emploi, le bâti, la rénovation du bâti. J'ai dû acheter avec la commune entre, je sais plus, une vingtaine de maisons que l'on a réhabilité, on a fait de l'accueil de familles en difficulté, enfin bref, tout un process qui fait que je mesure et je connais énormément de facteurs de développement, y compris au tourisme, mais on va peut-être en parler. On va en parler, absolument. Et justement à ce sujet, j'aimerais vous proposer maintenant, Michel Fournier, de réagir à plusieurs photos. Donc c'est très simple. Je vais vous donner cette boîte. Je vous propose de l'ouvrir, de prendre ce qu'il y a dedans. C'est la boîte de Pandore? Ce n'est pas la boîte de Pandore, rassurez-vous. On y a pensé. On s'est dit quand même, c'était pas correct. C'est très bien plié, comme vous pouvez le voir. On a l'impression que c'est un tirage au sort. Peut-être. Ce sont des photos. J'espère que le sort vous sera favorable. Eh bien, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est la maison familiale, c'est la ferme familiale, qui est dans un état aujourd'hui qui est incroyable. Cette ferme-là, c'était la vie d'une famille. Dont vous me parliez. Oui. Ma chambre était là, au plus au nord. La chambre des parents était avant. Et cette chambre-là, elle avait l'avantage, c'est que l'hiver,
les vitres étaient givrées en permanence parce que à l'intérieur, il devait faire peut-être entre 12 et 15 degrés. Ah oui. D'accord? Peut-être encore un peu moins. Donc, la vie elle se faisait de cette façon-là. Et puis ben là, c'est là, on appelle ça une porte de grange. Dans cette grange-là, c'est là que l'on rendrait le foin, etc., etc. Mais aujourd'hui, la végétation, mon frère qui en a hérité de la maison, l'a cédé. Et aujourd'hui, on le regrette tous. Ouais, j'imagine. Parce que, oui, c'est assez déchirant de voir cela. J'y passe régulièrement. Et j'y passe chaque fois pour me faire mal, quoi. Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas très loin en plus. Ah oui, parce que c'était une des maisons du village qui était au départ une des plus belles. Je continue, hein. Oui, continuez. Bien sûr. Ah ben décidément. Alors ça, c'est Bouxières-au-Bois, la ferme. Hein. Ouais. Alors ça, c'est un endroit... Et c'est... Mitterrand avait Solutré. Mitterrand allait à Solutré tous les lundis de Pentecôte. D'accord ? Ça a été... c'était comme cela. Eh bien, moi, ça s'appelle la Côte de Virine. La Côte de Virine, j'y vais tous les ans, le premier jour de l'année. Ouais. Et je fais mon pèlerinage, parce que c'est chez moi. Et là, juste, voilà, la Côte de Virine, d'accord, la croix ici. Hein. Et par exemple, ce pré-là, nous, on l'avait en propriété et on faisait les foins là. Et là, c'est assez pentu. Et là, j'ai une histoire. On a failli une fois, je conduisais le tracteur avec la remorque et c'est parti. On appelle ça partir en chouille, c'est-à-dire le truc est parti. J'ai cru qu'on allait se retourner avec le tracteur et la remorque de foin. Mais là, sur cette partie-là, ça monte. Hein, ça donne peut-être pas cette impression. C'était aussi notre terrain de jeu pour faire de la luge l'hiver, etc. Voilà. Ouais. Et puis c'est un chemin de croix et il y avait un office tous les ans qui existe encore, hein, un office religieux avec le parcours des stations. Donc c'est un endroit qui vous permet de vous ressourcer. Oui, vous avez une vue à 360 degrés au-dessus. Magnifique. Ça veut dire que depuis là, on peut, par beau temps orageux, on peut apercevoir les Alpes. Hein, donc vous voyez, ça s'appelle une butte témoin. C'est une des collines qui reste, c'est pas très haut, hein, c'est à 400 mètres, mais quand même, c'est une des dernières collines du... Ça vous fait rire. Eh oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que le président Macron, il a ça chez lui. Ouais. À la présidence de l'Assemblée nationale, il y a cela également. C'est la clé. C'est la clé, que remise en main propre en ce qui concerne l'action que l'on a entreprise au niveau de l'Association des maires ruraux de France, c'est-à-dire l'ouverture des cahiers de doléances et de propositions. Et dans cette clé en bois fabriquée localement dans ma commune par l'entreprise Inbo qui fait des lunettes monture bois, eh bien, il y a une clé USB qui reprend toutes les doléances de France. Incroyable. Au niveau du mouvement des Gilets jaunes, et je le répète, qui ont entraîné en fait le grand débat fait par le président. Et oui, ça c'est marrant ça. C'est une clé qui a été remise à Emmanuel Macron. À Emmanuel Macron, à Ferrand et au Sénat. Et au Sénat. Oui, mais ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Ouais. Là, c'est l'affiche quand je me suis présenté aux élections cantonales en 94 ou 95. 94. Ouais. Pour la ruralité, je vote Fournier. 94. Je vote la ruralité, je vote Fournier. Ouais. Et j'étais battu au deuxième tour. J'étais battu au deuxième tour parce que je prônais deux choses, l'insertion et l'intercommunalité. Et ce n'était pas les valeurs de l'époque. Bien sûr. Voilà. Mais si vous voulez, on peut les faire très rapidement. Oui, on va les faire très rapidement. Ben, quand même. Hein. C'est quand même des beaux souvenirs. Ça serait dommage de se passer de cette photo, par exemple. Ça va dans la suite. Là. Ça, c'est la mairie. Hein, et la mairie, simplement, avec ma devise qui est affichée, à jamais libre et non incorporable. Ce que j'ai réitéré à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, quand j'ai été interpellé par un député du RN. Et puis pour la dernière... La dernière.
Alors, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure rapidement. On en a parlé ou on va en parler? Non, on a parlé de l'entreprise qui a fait la clé, qui est dans Ah cette... non, non, qui était. Qui était, C'est excusez-moi. la couveuse. C'est la couveuse. C'est la couveuse d'entreprise, c'est un ancien bâtiment Mhm. près de l'étang allemand, une ancienne ferme que la commune a rachetée, qui a refait la toiture parce que c'était en ruine, qui a refait le logement. Et ensuite, j'étais président d'une petite intercommunalité qui s'appelle le Val-de-Vosges, et la compétence étant économique étant au Val-de-Vosges, Mhm. avec le pays d'Épinal, etc. On a développé la filière bois et on a donc créé une couveuse d'entreprise pour des jeunes qui veulent développer leur entreprise et qui sont accompagnés et financièrement et juridiquement et commercialement, etc. Et c'est toujours en actualité. Ça a été inauguré par le président Macron Tout à fait. en 2018. 18. Je crois qu'il y a une petite anecdote aussi relativement à l'inauguration par Emmanuel Macron de la Boëte. Ah oui, l'anecdote, c'est que, oui, parce que vous auriez pu montrer l'arrivée, on était en Oui. pleine forêt, et donc il y avait 200 mètres à faire. Alors là, moi j'ai un officier de sécurité, mais là je peux vous dire que les services d'ordre, c'était de la folie, Ouais. on était en pleine forêt. Ouais. Et ce bâtiment-là, il y a un autre bâtiment d'accueil avant. Et l'anecdote, c'est que j'ai voulu démontrer au président de la République que la ruralité avait des avantages. Et ces avantages, à un moment donné, en circulant, je lui ai dit attendez, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, vous entendez les oiseaux? C'est ça. Voilà. Incroyable. J'avais entendu parler de cette anecdote, j'ai pas résisté à l'envie de vous en parler. Sur un autre sujet maintenant, votre nomination au gouvernement a été très relayée, très suivie. Comment est-ce que vous, Michel Fournier, vous avez vécu ce moment? Ah, vous le savez, puisque les médias l'ont repris, hein. Il y a eu des propositions faites dans la semaine précédente, la nomination, par Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui m'a demandé si je voulais, si je souhaitais, etc. Bon, déjà, j'étais très surpris, parce que je ne m'attendais pas à cela. Il y avait quelques points que je voulais régler avant d'éventuellement donner mon accord. Mhm. Point avec la famille, etc. Et puis ensuite, point par rapport à la proposition ministérielle qui m'était faite. Et je voulais simplement, j'ai dit je serai OK s'il y a effectivement le ministre de la ruralité. Oui. D'accord. Je voulais que la ruralité, en fait, c'est pas moi, c'est ce que je représente, ce que j'ai toujours représenté. Je suis porte-parole de la ruralité, en fait, et en tant que ministre, d'accord. Mais dans l'organisation qu'il avait envisagée, il y avait des choses différentes ou plus larges ou machin. Et donc, il fallait qu'il réfléchisse comment inclure ce ministère de la ruralité dans une organisation plus large, si vous voulez. Oui. Ce qui est aujourd'hui celle de la cohésion des territoires, en gros. Hein. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Et donc, voilà, quoi. Il y a ces extraits où vous vous êtes devant votre télé. Oui, c'est la réalité. Encore une fois, j'étais d'accord sur un principe, mais je n'ai pas eu de confirmation. À un moment donné, OK, on a trouvé vous serez machin, tu seras. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai appris la télé. Jusqu'à l'annonce à la télé, ouais, Voilà. c'est ça. Sur un autre sujet, vous parliez de la ruralité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ruraux se sentent comme des citoyens de seconde zone. C'est un sondage de 2025 qui dit que 3/4 des moins de 25 ans qui vivent à la campagne se sentent exclus des politiques publiques. Quand vous entendez cela, ce que vous savez probablement, qu'est-ce que ça vous inspire à titre personnel? Il y a un constat qu'il faut faire, qui est une évidence. C'est que les jeunes en milieu rural, il n'y a aucun souci dans le primaire, enfin maternelle, primaire. Mhm. Il n'y a pas de souci dans le collège. Il n'y a pas de souci dans le lycée. Mais c'est après. Ouais. C'est-à-dire que l'éloignement des réponses, universités et autres, se fait ailleurs.
Donc, il faut aller ailleurs pour faire les études. Vous êtes sur Paris, voilà, Ouais. vous changez de quartier, machin, je veux dire, c'est pas une aventure, quoi. Là, c'est une aventure, parce qu'il faut trouver un logement, il n'y a pas forcément les moyens. En ruralité, beaucoup de gens sont avec des niveaux de salaire très bas, famille, je parle. Mhm. Donc, les jeunes ici de ces familles-là n'ont peut-être pas les potentialités financières ou là, avec leur famille de pouvoir. Et puis, il y a cet éloignement du cocon et familial et du cocon copain, etc. Il y a une rupture qui doit être faite si on veut poursuivre. Okay. Mm. Et beaucoup ne franchissent pas le pas. Et dans ce cadre-là, eh bien, après, ils se sentent, j'allais dire, un peu exclus, alors qu'en fait, ils ont participé eux-mêmes à leur exclusion parce que il fallait franchir ce cap-là. Vous savez, moi j'ai connu cela quand j'étais en douane. Quand j'ai quitté la douane, c'est l'exemple même. Hein. Quand j'ai quitté la douane, fonctionnaire, machin, pas de problème, allez hop, jusqu'à la retraite, voilà, et puis jusqu'à la tombe. Ok, c'était plié. Et quand j'ai quitté la douane, je me souviens très bien de la réaction du grand patron de la douane de l'Est. J'ai quitté la douane pour vendre du chewing-gum. C'était... En tant qu'agent commercial. C'était incompréhensible pour... Oui. Et pour mes collègues avec qui j'avais fait l'école des douanes, avec qui on était ensemble, etc., pour eux, c'était pas possible. Pourtant, chaque fois, ils me disaient... Purée, t'as eu raison, hein. Mais nous, on va le faire. Mais ils l'ont jamais fait. Ouais. Parce que c'est toujours difficile quand on est dans une forme de sécurité, eh bien de franchir ce cap-là. Et malheureusement, beaucoup de jeunes ne le franchissent pas. Donc, une des solutions, bien, c'est tout simplement, il faudrait organiser des rapprochements, des potentialités d'études, pas seulement tout centraliser, mais délocaliser beaucoup pour pouvoir combattre ce phénomène-là. Il y a quelques mois, dans Odyssée, on a reçu Victor Provost, dont je vous ai parlé un peu quand vous êtes arrivé ici, ancien maire de Thiron-Gardet. On a abordé avec lui un sujet dont on parle de plus en plus ces jours dans les médias. C'est la crise de l'engagement local, cette lassitude, ce découragement de certains maires, à commencer par dans les petites communes. Victor, c'est ce qu'il a vécu et c'est ce qui explique sa démission après quand même 15 années en tant que maire de Thiron-Gardet. Je voulais donc vous demander comment est-ce que vous l'analysez, cette crise des vocations au niveau local. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le maire. La preuve, c'est que moi, je continue à me présenter et j'ai 40 ans de vie de maire. Ouais. Hein, d'accord ? Donc, chacun perçoit les choses à sa façon. Et surtout, en fonction des situations locales. Peut-être que ce maire, il a connu un certain nombre de difficultés qui dit, à un moment donné, j'en ai assez. J'en ai assez, j'arrête, etc. Mais régulièrement, à chaque renouvellement municipal, il y a un certain nombre de maires qui s'en vont. Et heureusement qu'il y a un renouvellement. S'il y avait que des anciens comme moi, alors, à chaque fois, j'essaie de m'entourer le maximum de jeunes. Hein. Là aussi, cette fois-ci, dans ma liste est faite, la moyenne d'âge, c'est très, très, très jeune. Parce qu'il faut renouveler. Mais dire qu'il y a un problème d'engagement, il n'est pas seulement au niveau des élus locaux. Le Covid d'ailleurs a accéléré les choses. C'est au niveau de l'engagement, y compris dans l'associatif, les gens se sont repliés à un moment donné, le confinement par exemple. Tout ça, ça a créé une cassure. Et aujourd'hui, il faut réapprendre. Et il y a un autre souci. Hein, il suffit pas de se plaindre dans la vie. Hein. Faut agir. Faut agir. Il y a deux façons de faire les choses. Ou tu baisses la tête, ou tu la relèves. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les gens, d'une façon globale, la société, ce sont des consommateurs. Ce sont des consommateurs. Mais pour consommer, il faut des producteurs. Et moi, je fais partie des producteurs. Et donc, il faut qu'il y existe quand même énormément de producteurs. Eh bien, il faut inciter simplement... c'est ça comme ça qu'on réglera. Il faut inciter les jeunes ou d'autres à devenir producteurs parce que quand tu touches au truc,
tu te dis, c'est une aventure personnelle extraordinaire. Ouais. Devenir producteur de sa propre vie, alors aussi. Producteur de sa propre vie. Vous êtes bénévole, tous l'équipe là? On est tous bénévoles ici dans Odyssée. Ouais. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'on adore. Vous faites ça parce que vous adorez. Et pourtant, vous pourriez faire autre chose. Simplement, ça n'exclut pas, mais passer votre journée à une terrasse de café et à débattre sur le nombril du monde. Mais non, vous créez, vous voulez, vous avez envie, vous voulez exprimer quelque chose, faire avoir des invités. Vous êtes producteur. Ben voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous... après votre nomination au gouvernement, vous avez fait le choix de rester maire de votre commune des Vouavres, comme depuis 36 ans maintenant. Est-ce que cette double responsabilité est lourde à porter au quotidien, ou au contraire, pour vous, c'est très important pour rester ancré? Alors, c'est un peu les deux. Premièrement, ma commune, c'est ma priorité. Ça, c'est clair. Parce que on a évoqué quelques sujets, mais création d'un centre d'éducation à l'environnement, le café-restaurant, c'est à la commune, enfin bref, différentes actions avec... j'ai un centre aussi d'artisans d'art, j'ai la zone d'activité, tout ça, on a fait énormément de choses, des systèmes de location-vente pour les familles modestes avec les bâtis que l'on a rachetés, etc., etc. Ça veut dire que on a créé une forme de laboratoire local, et d'ailleurs, je me suis permis de prendre cette idée de laboratoire local avec l'accord de Jean Castex, Premier ministre, pour créer un laboratoire de la ruralité dans le département des Vosges, pour avoir des réflexions au-delà de ce qui se fait classiquement. Et donc, tout cela fait que on n'abandonne pas ça, parce qu'on l'a créé, on le fait vivre, et on veut que ça perdure. C'est comme l'association des maires ruraux de France. C'est quelque chose... depuis que je suis président, on est passé de 8000 communes à plus de 13 500. Donc, je veux dire, voilà, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et donc, c'est une forme de... On est missionnaire un peu dans ces... Donc, comment concilier les choses? La question se pose et se posera. C'est clair. Mais je ne veux... mon intérêt, pas personnel, mon intérêt par rapport à ce que je représente aujourd'hui, c'est de faire en sorte, à l'intérieur d'un gouvernement, à l'intérieur du système de l'État, de faire avancer et bouger certains points. Voilà. C'est ce que je me suis fixé comme objectif. C'est clair avec Sébastien Lecornu. Très bien. Et donc, on parlait de cette loi sur le statut de l'élu. Il y a un autre changement qui concerne le mode de scrutin dans les petites communes de moins de 1000 habitants pour les élections municipales. Beaucoup pensent que cette évolution, elle pourrait d'ailleurs avoir un impact négatif sur l'engagement dans les petites communes. Donc, c'est le changement du mode de scrutin, en fait. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes? Je répondrais que la légitimité que j'ai accompagnée, je l'ai eue par rapport à l'Assemblée générale des maires ruraux de France. Dans la mesure, ce que l'on souhaitait, mais ça date, c'est depuis 2015 que l'on se bat, nous, pour dire il n'est plus possible aujourd'hui que les gens viennent faire leurs courses au moment des élections. Oui, c'est le panachage. Le panachage. Celui-là, je prends, celui-là, je prends pas. Celui-là, il m'a dit non pour tant. Boum. On ne s'occupe pas s'il a des responsabilités, s'il a des qualités ou quoi que ce soit. Donc, c'est une équipe. Une équipe, un programme. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a forcément, et naturellement, et tant mieux, il y a pas la parité. Et c'est la parité qui pose problème. Toutes les réticences ne sont pas liées au manque d'engagement, parce que le manque d'engagement, il existe aussi bien en associatif, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas le manque d'engagement qui est la réalité. C'est le fait qu'il y ait la parité. Et ça démarre toujours de la même chose. J'ai été interpellé énormément, y compris à l'Assemblée. Et moi, j'ai rien contre la parité, mais quand on démarre comme ça, c'est que quelque part, on a quelque chose contre la parité. Voilà. Et c'est classique. Et j'ai entendu des trucs, mais c'est... 80% des maires sont des hommes, en plus. Donc, Ben oui. Et mais voilà, à un moment donné, il y a autant de femmes que d'hommes. On se bat pour que les femmes aient une représentativité. Et là, je peux vous dire une chose, parce que c'est clair.
s'il y a trois personnes qui ont eu une action forte pour que ça puisse advenir, bien entendu, c'est les assemblées qui ont voté favorablement, hein, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Mais les trois personnes qui se sont battues, c'est Françoise Gatel, c'est Yaël Braun-Pivet et c'est Michel Fournier. C'est clair. Oui. Françoise Gatel, qui est votre ministre de tutelle, ministre de l'Aménagement et de la Décentralisation. Qui est mon ministre, oui. qui est aussi, je fais partie de son cabinet. Mais ça, c'est les trois personnes qui ont fait que ça puisse se faire. Et on ne le regrette pas, d'autant plus que c'est en dessous de 1000 habitants. Il y a un mandat, c'était au-dessus de 1000 habitants qui a eu le même phénomène. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas, hein, les listes jusque 2000 ou 2500 habitants. Donc, aujourd'hui, c'est plus un problème. Hein. Personne ne parle plus, dans les communes au-dessus de 1000 habitants... De ce changement qui a déjà eu lieu, oui. Ah ben, ils en ont parlé aussi à l'époque. Ben, personne n'en parlera plus prochain mandat. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est la fin du panachage et l'instauration de la parité pour les communes de moins de 1000 habitants. En septembre 2025, avant d'être ministre, vous avez une phrase dans une interview, vous dites « Le pays va bien, mais il ne le sait pas ». C'est une phrase qui, je pense, fait du bien à ma génération, d'entendre ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez encore dire aujourd'hui ? Oui. Plus que oui. Quelquefois, il nous manque un truc. OK. Moi, j'ai une vie... Que ce soit dans ma famille, mon père a fait une erreur de production, on va dire ça comme ça. Eh bien, pendant 2 ans, voilà, hein, on a bouffé des patates. Et mon père a travaillé de nuit pour pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas, etc. J'étais indépendant toute ma vie, et commerçant, et tout ce que vous avez cité. Il y a des années où ça a été très bien. Il y a eu des années où ça a été très difficile. Ben, on a fait avec. Et puis, voilà, simplement, je crois que si, effectivement, il y a 2 choses qui m'interpellent. C'est que on a peur du droit à l'erreur. L'important, c'est qu'on laisse une trace. L'important, c'est que on vit cela pleinement et surtout que l'on se conforte parce qu'effectivement, on s'est à un moment donné planté. Et t'es forcément meilleur après. Oui, le droit à l'erreur. Pour les jeunes, le message que je leur dis, osez, osez. Vous occupez pas, vous faites ce que vous avez envie, vous restez dans des situations, je veux dire, la preuve, pourquoi il y a autant de drogue. La drogue, c'est quoi ? C'est l'absence de volonté. Hein. C'est tout simplement l'absence d'assises personnelles. C'est les gens, ils ont besoin d'une compensation autre pour exister, mais en fait, c'est une course dans le vide. Eh bien, c'est exactement pareil. Mais vous êtes en plus de ça, la jeunesse aujourd'hui a une aventure extraordinaire à vivre parce qu'il y a plus d'incertitudes que de ma génération. Il y a tellement de choses qui évoluent très différemment, très, très vite, etc. Il y a une capacité d'adaptation qui est forcément plus rapide et plus importante aujourd'hui que j'ai eu, même si l'évolution était forte de mon époque, de ma génération, mais ça n'a rien de comparable. Donc vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix. Faut oser. Faut oser. Et vous parlez justement d'oser. Il y a une autre phrase que vous avez. Vous dites que l'engagement politique au service de la société peut permettre de se réaliser comme nulle part ailleurs, notamment pour les jeunes, notamment pour les jeunes ruraux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez toujours, que vous diriez toujours ? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fera en sorte que le pays aille mieux ? Bien sûr, parce que on revient toujours, j'ai parlé producteur-consommateur. On va prendre un autre exemple, où vous êtes acteur, ou vous êtes spectateur. Si vous êtes spectateur, eh bien, vous savez que vous allez dans un endroit, vous allez voir un spectacle, vous payez pour voir le spectacle, vous le recevez, et puis voilà. Mais c'est comme, vous le recevez, vous avez passé un bon moment, mais vous avez participé à rien. Alors, de temps en temps, dans vos rêves,
À un moment donné, les gens se disent « Putain, j'étais le jeune premier, moi. Hein. C'est moi qui me suis permis. » Oh, purée, elle était super, hein, à l'aventure. Puis voilà. Mais ça, c'est du rêve. Par contre, si vous êtes acteur, si vous êtes producteur, encore une fois, puisque c'est le mot qui convient, eh bien, c'est vous qui faites l'action. C'est vous qui entraînez. C'est vous qui donnez l'exemple. C'est vous qui, surtout, vous dites aux autres, c'est moi qui vous fais rêver. Donc, ce que je demande aux jeunes, c'est simplement de se dire, je vais faire rêver les autres. Ouais. Donc, voilà, vous avez... Après tout, si vous ne pouvez pas le faire, ben, c'est votre problème. Donc, producteur de votre vie avec Michel Fournier. Donc, pour conclure, on a l'habitude de demander à nos invités en fin d'émission, est-ce qu'il y a un sujet, Michel Fournier, que nous n'avons pas encore abordé et que vous souhaiteriez évoquer ? Juste quelque chose de très simple. C'est le regard que l'on doit changer sur nos territoires ruraux, au niveau réflexion nationale. Jamais on n'a pris en compte la valorisation de ces territoires, c'est-à-dire cette notion d'espace. Ça fait des années que je me bats par rapport à cela. J'en ai parlé d'ailleurs au président quand il est venu chez moi en 2018. Il va falloir un jour dans la Constitution, je lui ai dit, de faire en sorte que la notion de surface que nous représentons est au service du pays. C'est 88% du territoire. C'est 88% du territoire, on en tient très peu compte. On tient compte du nombre d'habitants, mais pas de la surface. Alors que c'est chez nous qu'il y a l'eau, la ressource eau, la ressource forêt, la ressource terre, la ressource alimentation, la ressource transition écologique. Je vais faire simplement une conclusion en petit pied de nez comme cela. Aujourd'hui, on a besoin, et vous savez, quand il y a des champs éoliens, quand il y a des méthanisations, quand il y a des panneaux solaires, etc., les endroits qui sont réfléchis au bénéfice de tous, hein, l'énergie renouvelable, on demande à nos territoires d'être les supports. Donc, je ne comprends pas que ça ne soit pas valorisé financièrement dans les dotations. Donc je me battrai et je continue à me battre pour que ça soit reconnu et que les dotations qui sont liées ne soient pas seulement au nombre d'habitants, mais qu'elles soient au nombre d'habitants et à la surface gérée. Parce que des fois, tu as 100 habitants, mais tu as 1500 hectares à gérer. Et donc, c'est gère. Et voilà. Ouais. Merci beaucoup, Michel Fournier. À jamais libre et non incorporable. À jamais libre et non incorporable. Ma pierre tombale est déjà faite. Déjà commandée avec cette inscription. Ah ben elle n'est pas commandée, elle est faite. Elle est faite. Et j'ai simplement pas marqué la date de fin. On vous souhaite que ce soit le plus Mais possible. j'ai quand même mis 2000. Hein, c'est... Ah, on sait pas, hein. On sait jamais. Tout est possible. Ah ben oui, y compris la réincarnation. Voilà, exactement, pour les bouddhistes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et merci à vous d'avoir regardé l'Odyssée de Michel Fournier. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci également aux donateurs qui nous permettent de produire cette émission. À très vite pour une nouvelle Odyssée.